Camerounaises, Camerounais, je vous salue. Des provinces de l'extrême nord, du nord, de la Damawa, de l'ouest, du sud-ouest, du nord-ouest, du littoral, du centre, du sud, de l'est. Je vous salue en cette soirée du dimanche 24 août 2025. Je voudrais me promener à vélo dans le cerveau de l'historien camerounais Achille Mbembe, qui dirige un institut, supposément de la démocratie en Afrique, basé en Afrique du Sud. Et en même temps, à travers Achille Mbembe, nous allons nous promener un tant soit peu dans le cerveau du mentor politique avoué et reconnu d'Achille Mbembe, l'actuel président français Emmanuel Macron. Quel est l'élément empirique à partir duquel nous allons reconstituer le plan que nous appelons le plan flou Mbembe-Macron pour le Cameroun? Cet élément, c'est une interview accordée il y a à peine 24 heures par Achille Mbembe à deux journalistes camerounais, Théophile Kouamouo et Noël Oumo. Cette interview se trouve sur YouTube, sur la chaîne Décrypter l'Afrique, animée par Kouamouo Théophile et Oumo Noël, que je salue. À l'occasion de cette interview, Théophile Kouamouo et Oumo Noël s'exercent à tirer le maximum de verre du nez d'Achille Mbembe, qui tout au long de l'interview brille par son style. Un style fait d'hésitation, d'évitement, de formules alambiquées, de tournures. Un style où il y a autant la prudence, la méfiance que la dissimulation. Mais un style qui n'a pas de secret pour celui qui sait, non pas simplement entendre, mais mieux encore qu'entendre, écouter. Car de l'entente à l'écoute, il y a un chemin ardu qui suppose le travail de l'interprétation. Il y a le message manifeste de Mbembe, ce qu'on l'entend dire, avec d'ailleurs une gestuelle corporelle qui indique la volonté d'échapper à la question. Et il y a le discours latent, ce qui est caché entre les lignes des propos de l'historien camerounais et qui révèle les véritables contours du projet, néocolonialiste français en cette année 2025 pour ce qui concerne le Cameroun. Voilà pourquoi je vous invite à bien m'écouter. Quelle est la méthode que je vais utiliser dans cette analyse, dans cette réflexion à haute voix, où un chat sera appelé un chat et non pas un animal poilu, comme Achille Mbembe a tendance à le faire, un peu trop rompu à la langue de bois, franchouillarde. Je ne vais pas vous faire réécouter mot à mot les propos de Mbembe et les questions de nos deux compatriotes, Théophile Kouamouo et Noël Oumo. Non. Je vous invite, après mon analyse, à aller écouter, si ce n'est réécouter, l'interview et juger de l'interview à partir de la grille d'interprétation que je vais élaborer ici. Car pour ma part, je les ai écoutés, je les ai d'abord entendus 2 fois et je les ai bien écoutés. L'interview tourne autour d'une question majeure. On pourrait dire que Mbembe est interrogé sur ce que le Cameroun va devenir en cette année 2025 et les suivantes, au regard de ce qui s'est passé au Cameroun. Il y a une partie de l'interview qui consiste à revisiter l'histoire du Cameroun. Et notamment à revisiter cette histoire du point de vue du fameux rapport Ramondi, récemment produit sur la guerre coloniale de la France contre le mouvement indépendantiste, souverainiste et panafricaniste révolutionnaire camerounais de l'Union des populations du Cameroun. Une deuxième partie de l'entretien tourne autour de l'analyse de l'actuel régime. Le régime de Paul Biya, plus de 42 ans au pouvoir,
pour le malheur du peuple camerounais. Et enfin, une troisième partie de l'entretien s'intéresse à la prospective. Comment va-t-on s'en sortir? Mais ce que je vais montrer, c'est que Achille Mbembe, dans cette interview, a dit une chose et son contraire. Il s'est contredit sur toutes les questions essentielles, trahissant l'incohérence de son projet pour le Cameroun et trahissant ainsi aussi l'incohérence du projet d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire de sa politique africaine de la France. Car en fait, incontestablement, derrière les propos de Mbembe, il y a un petit tiret, il y a comme du fil blanc sur du tissu blanc, le projet de Macron. Alors, commençons par la question de l'histoire et de la mémoire. Lorsqu'il est interrogé sur l'usage qu'il faut faire du début de reconnaissance de la guerre, eh bien, de la France contre le peuple camerounais, Achille Mbembe fait amende honorable, sans repartir vers le récit de sa propre vie de Camerounais, d'étudiant en histoire à l'université de Yaoundé, par la suite étudiant à Paris et chercheur en France, puis par la suite en Afrique du Sud et aux États-Unis. Mbembe montre que, de son point de vue, il y a déjà une reconnaissance par le gouvernement français de la guerre qui a été menée au Cameroun et une reconnaissance des crimes qui ont été commis par l'armée française. Mais que, tout naturellement, il faut qu'à partir de cette reconnaissance, des actions soient menées sur le terrain de l'éducation populaire, sur le terrain de la réhabilitation des héros, que des actions de réparation soient menées, et même que ces actions aboutissent à des réparations de type économique, à des réparations de type politique. Mbembe le dit. Et on ne peut pas lui reprocher ici, quelque part, d'être fidèle à l'essentiel de ce qui est nécessaire. Mais déjà, quand Mbembe aborde le passé de la relation franco-camerounaise, on voit toute sa gêne à affirmer clairement les thèses qui ont été au centre de son œuvre des années 80. La première partie de l'œuvre d'Achille Mbembe a été consacrée au mouvement nationaliste camerounais. Il a établi d'une manière très claire la guerre d'extermination que l'armée française a menée contre le peuple camerounais, les massacres de masse et les crimes politiques, les crimes contre l'humanité qui ont été perpétrés par l'armée française. Mais chose curieuse, Mbembe dit que, de son point de vue, le président Macron a reconnu, que la France a déjà reconnu. C'est la première contradiction. Nous avons lu la lettre du président Emmanuel Macron au président camerounais Paul Biya. Dans cette lettre, il n'y a pas eu un seul mot d'excuse. Dans cette lettre, il n'y a pas eu un seul mot de repentance. Dans cette lettre, il y a même eu la volonté de continuer à présenter la guerre d'extermination menée par l'armée française au Cameroun comme une guerre qui était faite contre des mouvements insurrectionnels. Quand on lit la lettre qu'Emmanuel Macron a écrite à Paul Biya, cette lettre est une justification à demi-mot de la répression française contre le peuple camerounais, au motif que des mouvements insurrectionnels s'étaient levés contre l'autorité de tutelle coloniale française, et que dans ces conditions, on peut comprendre, jusqu'à un certain point, la violence avec laquelle la France a répliqué. Donc déjà, on assiste à un véritable révisionnisme de Mbembe par rapport à ses propres travaux. Et on assiste à une lecture biaisée de la lettre de Macron, où, je le répète une fois de plus, il n'y a pas un seul mot d'excuse, il n'y a pas un seul mot de repentance, il n'y a pas un seul mot d'humilité, il n'y a même pas un seul moment d'autocritique. Et Emmanuel Macron n'utilise jamais dans sa lettre la notion de réparation.
Emmanuel Macron reste fidèle dans la lettre qu'il a écrite à Biya à la suite du rapport déjà édulcoré de la commission Ramondi. Emmanuel Macron reste fidèle à l'intuition de Pascal Bruckner, qui a écrit un ouvrage extrêmement insultant envers les peuples victimes de la colonisation, de la barbarie impérialiste occidentale, le fameux livre intitulé « Le sanglot de l'homme blanc ». Dans ce livre, Pascal Bruckner, philosophe français, se moque de la revendication de repentance, de la revendication de reconnaissance, d'excuses, de pardon, de la revendication de justice, formulée par les pays qui ont été victimes de la barbarie négrière française, de la barbarie coloniale française, de la barbarie néocolonialiste et impérialiste. Bruckner dit que l'homme blanc n'a pas à sangloter, que l'homme blanc n'a pas à culpabiliser pour ce qu'il a fait dans le tiers-monde. C'est sur cette ligne que se situe Macron. S'il accepte en effet que soit exhumé un certain nombre de documents qui établissent la responsabilité de la France dans la guerre contre le peuple camerounais, Macron n'utilise jamais le langage de la contrition, jamais il n'utilise le langage de la repentance, jamais il n'utilise le langage de la reconnaissance et de l'humilité qui devrait régner dès lors qu'on prend conscience que l'action de la France a été criminelle, immorale, abominable, satanique et diabolique. Voilà comment commence l'entretien entre Mbembe, Kouamouo et Oumo. L'entretien commence par des propos édulcorants, minorants, des propos abusivement modérés sur une guerre d'extermination, une guerre de génocide qui a frappé le peuple camerounais et qui a provoqué, selon les estimations les plus raisonnables, au moins 1 million de victimes. Mais on passe à un deuxième point. Dans la deuxième partie de l'interview, Achim Mbembe est interrogé sur l'actualité du régime de Paul Biya au Cameroun. Les mots qu'il utilise pour décrire le régime de Paul Biya sont honnêtement des mots corrects. Il le décrit comme un immense gâchis de nos propres vies. Paul Biya a gâché les vies de plusieurs générations. Les plus de 42 ans que ce criminel, ce corrompu, cet incompétent, ce cynique et ce sadique a passé à la tête du Cameroun, ont conduit le Cameroun au plus profond de l'abîme. Mbembe utilise le concept de nihilisme, de destruction, de vide, pour décrire l'état du Cameroun. Mais, là encore, il y a une contradiction. Quand Mbembe doit décrire l'état du Cameroun, il en exempte la puissance qui a imposé Paul Biya à la tête du Cameroun. Il en exempte le processus colonial et néocolonial qui nous a imposé ce régime, par la fraude électorale, par la guerre, par la diplomatie corrompue du néocolonialisme français. Mbembe ne revient pas sur l'action criminelle de De Gaulle et de son homme de main Focard, l'action criminelle de Pompidou et de son homme de main Focard, l'action criminelle de Valéry Giscard d'Estaing et de son homme de main Focard, l'action criminelle de Mitterrand et de son homme de main Focard. Mbembe ne revient jamais sérieusement sur l'action criminelle de Jacques Chirac, qui va lui aussi un peu utiliser Focard. Mbembe ne revient pas sur l'action criminelle de Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha. Mbembe ne revient pas sur la continuation de la France-Afrique par François Hollande, qui pourtant, proposition 58 de son programme de 2012, jurait ses grands dieux qu'il mettrait un terme à la France-Afrique avant de la continuer, y compris par l'intervention sauvage, duplicitaire et mensongère de l'armée française au Mali, tout comme d'ailleurs en Centrafrique. Mbembe ne revient jamais dessus. Mbembe ne revient pas sur la centaine de coups d'État soutenus par les services français contre les pays africains où tentaient d'émerger des leaders authentiquement souverainistes, des leaders au service des aspirations populaires. Mbembe fait semblant d'ignorer qu'en cette année 2025, nous sommes dans le scandale
de l'implication d'un lieutenant-colonel de la DGSE française dans un énième coup d'État néocolonialiste français au Mali. Pour un historien de formation, pour un professeur d'histoire, professeur des universités en histoire, il y a une vacuité de la référence à l'histoire dans l'analyse du régime camerounais qui indique très clairement que Mbembe, en réalité, veut protéger son tuteur. Il veut protéger son mentor. Il veut protéger son ami. Celui qu'il s'est fait ces dernières années, Emmanuel Macron, puisque celui-ci est un président de la République française, en vertu du principe de la continuité de l'État, est responsable de la politique menée par De Gaulle, par Pompidou, par Giscard, par Mitterrand. Il est co-responsable de cette politique menée par Chirac, par Sarkozy, par Hollande et par lui-même, dès lors que l'on peut observer une continuité, non seulement dans un discours condescendant, paternaliste, méprisant, mais dans des actions de déstabilisation et de sabotage des aspirations du peuple africain. On a tout fait pour maintenir, entre-temps, la présence militaire française en Afrique, y compris en la rendant invisible. Mbembe n'en parle pas. On fait tout pour sauver le franc CFA, alors que l'Afrique entière l'a vomi, et que le monde entier sait que cette monnaie, c'est du vol. Mbembe ne parle jamais du franc CFA. On fait tout pour continuer à imposer à la tête des pays africains des hommes politiques faisant les 4 volontés de Paris. Mbembe n'en parle pas. On fait tout pour utiliser la francophonie comme un instrument de contrôle culturel, d'assimilation, d'influence sur ce qu'on a appelé le précaré, la zone d'influence et maintenant qu'on appelle le dispositif socle. Il n'en parle pas. Et là, les deux journalistes amènent Mbembe à l'endroit où sa contradiction éclate de manière flagrante. Et c'est le 3e sujet de l'émission. On l'interroge sur ses relations avec le président Emmanuel Macron. Hachim Mbembe fait valoir à ce moment un principe. Il ne souhaite pas que l'on confonde les relations privées que les êtres humains peuvent avoir les uns avec les autres avec les relations publiques. Alors que Noël Oumo lui fait la liste des bavures, des bévues, des torts perpétrés par Emmanuel Macron contre les peuples africains depuis qu'il est au pouvoir en 2017. Alors que Noël Oumo et Théophile Kouamouo essayent de rappeler à Mbembe les actes par lesquels Macron s'est mis littéralement l'Afrique à dos. Ayant en souvenance eh bien, les visites catastrophiques qui ont été faites à Ouagadougou, à Kinshasa, ayant en souvenance les déclarations méprisantes, condescendantes, paternalistes et même racistes qui ont été proférées publiquement par le président Macron. Souvenez-vous de la convocation faite à 5 chefs d'État du Sahel pour venir lui rendre des comptes à Pau, en France. Souvenez-vous de son implication directe pour soutenir la fraude constitutionnelle et électorale en Côte d'Ivoire pour Ouattara en 2020, son implication directe pour soutenir le coup d'État en N'Djamena en avril 2021. Souvenez-vous de toutes les lettres de félicitations que le président Macron a adressées à des dirigeants africains fraudeurs aux élections, tripatouilleurs de constitution, brutaliseurs et emprisonneurs d'opposants, exileurs de leurs concitoyens. Et en fait, on n'aurait aucune difficulté à prouver que le président Macron, bien qu'il soit jeune en âge, a continué la vieille politique de la France-Afrique d'une manière encore plus grossière, au point que dans les milieux africains, il se dit de plus en plus que l'on doit en partie à Emmanuel Macron le processus, l'accélération du processus de libération de l'Afrique, car les bévues et les bavures de Macron ont aidé les Africains à perdre les dernières écailles qu'ils avaient sur les yeux à propos de l'abjection de la politique africaine de la France. C'est à ce moment que Mbembe produit sa 4e contradiction flagrante. Mbembe nous dit, d'une part, qu'il ne faut pas confondre les relations privées avec les relations publiques. Donc, histoire de montrer que lui, il n'a pas de relation privée avec Macron.
Il a fait sa connaissance en 2020 dans le cadre du travail de reconstitution de la mémoire. Il a fait sa connaissance en 2020 dans le cadre de la mise en place du dialogue franco-africain. Donc Mbembe veut nous dire, je ne le connais que publiquement. Alors qu'on ne lui a pas demandé de nous parler du Macron privé. Mbembe brosse de Macron un portrait qui est en opposition totale avec l'action publique de Macron en rapport avec l'Afrique. Il dit qu'Emmanuel Macron est un monsieur très sympathique. Et il dit au sens philosophique du terme que c'est un monsieur très intelligent. Il dit que c'est quelqu'un qui est intellectuellement spontané et capable de profondeur, qui est vraiment très rapide. C'est quelqu'un. Mbembe nous présente Emmanuel Macron comme un homme politique vraiment extrêmement agréable. Il y a un petit problème. On ne lui a pas posé des questions sur le Macron privé. On lui a posé des questions sur le Macron public. Et le même Mbembe qui dit qu'il ne faut pas juger du public à partir des critères du privé, fait un portrait privé de Macron, avec qui il nous dit qu'il a passé de longues journées, de longues heures, qu'il a vraiment eu l'occasion de le connaître. Il nous fait le portrait privé de Macron pour tenter de racheter la catastrophe de son action publique en Afrique. À aucun moment, Achille Mbembe ne revient sur les actes par lesquels Emmanuel Macron s'est mis les Africains à dos. Les grandes bavures pendant les visites sur le continent, les déclarations condescendantes du genre l'ingratitude est une maladie non transmissible à l'homme, formule utilisée par le président Macron, qui a dû faire réagir même l'un de ses protégés d'antan, l'actuel maréchal président du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, qui a fait réagir le président Ibrahima Traoré. Jamais Achille Mbembe ne revient sur les actes par lesquels Emmanuel Macron s'est mis l'Afrique à dos. Le Niger demande à l'ambassadeur de France au Niger de quitter son sol. Emmanuel Macron, se comportant littéralement comme un régent colonial, tranche que son ambassadeur ne bouge pas et qu'il ne reconnaît pas la légitimité et la légalité du régime nigérien, ce qui donne la crise nigérienne. Jamais Mbembe ne revient sur les actes par lesquels Macron s'est mis les Africains à dos. Lorsque le Mali, le Burkina Faso, le Niger demandent à l'armée française de partir et que celle-ci part avec aigreur, que le sénateur Christian Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères au Sénat français, dit que le Mali paiera très cher le fait de s'être séparé violemment des troupes françaises, jamais Mbembe ne revient dessus. Donc en fait, il essaye de laver Macron plus blanc que blanc. Quelle contradiction! Il nous dit qu'il n'est pas venu parler des choses privées. On lui parle des choses publiques qu'a faites M. Macron. Il ne répond pas sur les choses publiques qu'a faites M. Macron. Et il nous fait la promotion du Macron privé. Mieux, Wumo et Kwamuo oublient que Achille Mbembe a publié une tribune dans Jeune Afrique pour soutenir l'élection d'Emmanuel Macron à la tête de la République française. Les journalistes, devenus cette fois-ci très complaisants avec Achille Mbembe, ne lui rappellent pas que même en matière de politique française, où Emmanuel Macron rencontre la plus grande crise et il est le président le plus impopulaire de la Ve République, lui, Achille Mbembe, faisait partie des directeurs de campagne d'Emmanuel Macron. La tribune d'Achille Mbembe appelant les Français à choisir Macron comme président existe. Elle a été publiée dans la presse française, elle a été publiée dans Jeune Afrique. On ne le coince pas là-dessus. Et là, on peut passer à un sixième sujet. Achille Mbembe se présente, lui, comme quelqu'un qui est resté africain. Il dit qu'il est resté africain. Pourquoi? Parce qu'il n'a dans sa poche qu'un passeport camerounais et un passeport sénégalais. Le Cameroun et le Sénégal sont des pays africains. Lui, Mbembe est resté africain. C'est une manière indirecte de dire que ceux d'entre nous qui avons un passeport camerounais et un passeport français, eh bien, nous avons cessé d'être africains de son point de vue. C'est ce que Mbembe dit, n'est-ce pas? Mais les journalistes ne soulignent pas l'incongruité qu'il y a de la part de Mbembe
à dire cela alors que l'Institut de la démocratie, la fondation de la démocratie qu'il dirige depuis l'Afrique du Sud, a été financé par la France d'Emmanuel Macron pour 30 millions. 30 millions d'euros. Alors, Mbembe n'a pas de passeport français dans sa poche, mais la démocratie qu'il promeut en Afrique est financée par la France. Entre quelqu'un qui est citoyen français par naturalisation, c'est mon cas, et qui ne demande pas à la France de financer la démocratie en Afrique, et quelqu'un qui est seulement citoyen camerounais et citoyen sénégalais, mais qui compte sur la France pour financer la démocratie en Afrique, qui est en porte-à-faux avec les intérêts du peuple africain. Les journalistes Kouamouo et Oumo ne soulignent pas cette contradiction. Depuis quand y a-t-il eu démocratisation d'un pays à partir des financements d'un pays étranger? Depuis quand? Achim Mbembe cite au passage quelques-unes des grandes figures intellectuelles du Cameroun, comme par exemple Mongo Betty. Mais Mongo Betty, qui est une grande figure de la résistance camerounaise, avait acquis entre autres la nationalité française. Il était camerounais et il avait acquis la nationalité française, ce qui ne l'a pas empêché de produire l'œuvre d'émancipation du peuple africain qui est la sienne. Le Sénégal, qui a donné à Achim Mbembe son passeport, est un pays qui a été dirigé par Léopold Sédar Senghor, qui jusqu'à sa mort était demeuré français. Donc, Mbembe essaye, en revendiquant ces deux passeports, de dire qu'il est très africain, alors que globalement, c'est lui qui fait allégeance à l'Élysée pour financer la démocratie en Afrique, et c'est lui qui s'appuie sur les dirigeants sénégalais qui sont, et c'est de tradition, depuis Senghor jusqu'à Bassirou Diomaye Diakhar Faye, mais d'excellents compagnons de la 5e République française. Donc, Mbembe s'amuse à circuler entre des détails privés et des détails publics en fonction de ce qu'il arrange. Quand ça l'arrange, il utilise un argument privé et il fuit le débat public. Quand ça l'arrange, il utilise un argument public et il fuit le débat privé. Mais venons à la 6e contradiction. La 6e contradiction d'Achim Mbembe. Mais elle concerne le Cameroun. On pose la question à Mbembe. Qu'est-ce qu'il va falloir faire au Cameroun? Est-ce qu'il va falloir construire le Cameroun sur la base de la révolution? Est-ce qu'il faut une révolution au Cameroun? Est-ce qu'il faut une révolution qui s'inspire, par exemple, de celles qui sont en train de se dérouler en Afrique de l'Ouest, dans des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger? Achim Mbembe récuse le mot révolution. Il dit que lui, il n'est pas un révolutionnaire enfiévré, que lui n'a jamais été dedans. Que certes, ses premiers travaux ont porté sur les révolutionnaires camerounais. Ruben Oumniobe, Osende Afana, Ernest Wandie, c'était ses premiers travaux. Mais que lui, il n'est pas dans la révolution. C'est ce que dit Achim Mbembe d'un côté. Et puis dans la même interview, Mbembe dit que la seule solution pour le problème camerounais, c'est que le peuple se lève. Astaghfirullah, Mbembe. Vous pensez que le français que vous parlez là, c'est un français qui se parle sur la lune ou sur la terre? Vous êtes contre la révolution, mais vous voulez que le peuple camerounais se lève. L'expression « les Camerounais doivent se lever ». Le peuple camerounais doit se lever. N'est-elle pas synonyme de révolution? L'expression « les Camerounais doivent se lever ». L'expression « le régime de Paul Biya fait la guerre contre le peuple camerounais ». C'est la guerre permanente contre le peuple camerounais. Il faut donc que dans un processus d'autodéfense, le peuple camerounais se dresse et se lève pour mettre fin à ce régime. Mais qu'est-ce que c'est que pour le Cameroun, se dresser et se lever si ce n'est faire la révolution? Vous voyez comment les gens sont ambigus et ils pensent qu'ils sont malins? Parce qu'ils ont face à eux deux journalistes qui sont plutôt admiratifs et qui ne sont pas sur les dents pour leur montrer leurs contradictions. Vous voyez Mbembe? Mbembe dit qu'il n'est pas révolutionnaire, mais il prône la révolution au Cameroun. Alors, soit le peuple camerounais doit se lever pour mettre fin au régime de Paul Biya, et ça s'appelle une révolution. C'est une insurrection citoyenne. C'est une révolution populaire. Ou alors le peuple camerounais ne doit pas se lever et attendre que les choses évoluent d'elles-mêmes et qu'un jour la lumière se lèvera.
Et dans ce moment-là, le peuple camerounais n'est pas révolutionnaire. Il est à tout prendre simplement réformiste. Ou plutôt un peuple qui retourne dans le lent et profond ronronnement de l'évolutionnisme colonial. L'hymne national camerounais tel qu'il avait été écrit par les colons français disait que le Cameroun autrefois vécut dans la barbarie et que peu à peu, le soleil commence à lui paraître. Achille Mbembe doit nous dire quel est le concept qui permet d'appeler à un peuple à se lever, d'appeler un peuple, à se lever contre une dictature et de ne pas appeler ce dressage du peuple contre la dictature une révolution. Le peuple camerounais doit se lever contre la dictature de Biya. Pourquoi? Si ce n'est pas pour renverser la dictature de Biya. Mbembe lui-même, dans l'analyse qu'il fait devant Oumo et Kouamouo, reconnaît que la voie électorale est bouchée au Cameroun, qu'il n'y aura pas de changement le 12 octobre, par la voie de l'ECAM, du Conseil constitutionnel, des listes électorales inexistantes et de la fraude structurelle, la corruption totale du régime. Mbembe sait qu'il n'y a pas d'élection au Cameroun. Et que de 1945 à nos jours, il n'y a jamais eu de véritable élection dans ce pays. Mbembe dit que lui, il n'est pas dans la logique des révolutionnaires. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Que le peuple camerounais se lève mollement ou que le peuple camerounais se lève fermement? Si le peuple camerounais doit se lever fermement, c'est la révolution. C'est la révolution populaire. Si le peuple camerounais doit se lever mollement, mais c'est la réforme. Et c'est le ronronnement de l'évolutionnisme colonial. C'est alors là que je décèle dans le discours de Mbembe une 7e contradiction. 7e contradiction. Ça fait 7. Mbembe dit que, vu la manière dont le peuple camerounais a été divisé, vu la manière dont l'opposition camerounaise a été émiettée, vu la manière dont les candidats de l'opposition, qui pouvaient faire relativement obstacle au régime, ont été écartés. Et il souligne au passage la manipulation de l'ethnicisme, l'instrumentalisation du thème de l'ethnie, notre ethnie camerounaise bamileke. Et vu la manière dont le pays est divisé, l'opposition n'est pas en capacité de faire pièce au pouvoir. C'est Mbembe qui le dit dans la même interview. Mais alors, on lui pose la question de savoir, qu'est-ce qui va alors se passer? L'opposition est divisée, elle est affaiblie. Le pouvoir a créé un grand vide central, la violence, le mensonge, la saleté, l'aigreur, la corruption règne. Qu'est-ce qui va se passer? Mbembe lâche à un moment donné, et plusieurs fois la phrase suivante, il va falloir passer à autre chose. Quelle est cette autre chose? Quelle est cette autre chose à quoi il va falloir passer? La voie électorale ne marche pas. La mobilisation, l'opposition rassemblée en un seul homme, ce n'est pas possible. Quelle est cette autre chose par quoi il va falloir passer? Il n'y a aucun doute. En politique, il n'y a pas 36 000 chemins. C'est le coup d'État. C'est le coup d'État. Mbembe, dans son analyse, en fait, nous dit que l'opposition est émiettée, elle ne va pas pouvoir prendre le pouvoir. Le pouvoir a capturé tous les moyens d'État. L'oligarchie qui gouverne au nom des hautes instructions du moribond Biya, en fait, s'accroche et ne veut pas lâcher. Mbembe nous dit ça. Et il nous dit qu'il va falloir qu'autre chose arrive, il va falloir procéder autrement. Mais quel est cet autrement? C'est un coup d'État militaire. Alors, question. Qui va faire ce coup d'État militaire? Puisque Mbembe est contre la révolution. Qui va faire ce coup d'État militaire puisque Mbembe est contre la révolution? Si le coup d'État militaire ne va donc pas être révolutionnaire, puisque Mbembe est contre la révolution, c'est-à-dire contre un coup d'État qui consisterait à réhabiliter les idées de Ruben Oumniobe, d'Osende Afana, d'Ernest Wandié, de Félix Moumié, il est contre ce coup d'État, puisqu'il dit que lui n'est pas dans la révolution. Il a travaillé sur des figures révolutionnaires, mais lui n'est pas révolutionnaire. Il a même utilisé une expression méprisante. Je n'ai jamais été un révolutionnaire enfiévré, je n'ai rien à voir avec ça. Je n'ai jamais été dedans. Ok, d'accord. Mais il dit qu'il va falloir procéder autrement. Donc, comme il est contre la révolution populaire, comme il est contre le coup d'État révolutionnaire, Mbembe, pourquoi? Il ne reste plus que le coup d'État néo-colonialiste. Et c'est là que ça devient intéressant.
À qui profiterait le coup d'État néocolonialiste? Mais à ceux qui financent l'Institut de la démocratie de Mbembe, c'est-à-dire aux néocolonialistes français. On voit donc en réalité la voie de changement que Achille Mbembe a choisie, c'est celle qui prévoit que le régime de Paul Biya soit renversé par un militaire à la manière d'Oligui Nguema au Gabon, un militaire à la manière de Mamadi Doumbouya en Guinée-Conakry, qui, tout en simulant une révolution de palais, qui ne sera rien d'autre qu'une réformette à l'intérieur du système néocolonial camerounais, eh bien, permettrait une respiration interne du système et le maintien, eh bien, des intérêts néocolonialistes, voire leur renforcement, sur la base d'une nouvelle organisation du pouvoir, d'un assouplissement apparent du pouvoir qui maintiendrait quand même l'axe d'orientation du néocolonialisme français. Est-ce que vous comprenez mon raisonnement? Monsieur Mbembe, vous êtes pour la révolution? Non, 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 non. Il faut que le peuple camerounais se lève et qu'il fasse preuve d'autodéfense. Mbembe, ça c'est quelle levée ça? C'est quelle autodéfense qui ne serait pas révolutionnaire? Mbembe ne répond pas. Est-ce que l'opposition camerounaise, dans l'état où elle est aujourd'hui, peut faire pièce? Non, dit Mbembe. Elle est trop divisée, elle est trop affaiblie. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui peut se passer? Réponse de Mbembe, autre chose. Mais quelle est cette autre chose? Il ne reste plus que le coup d'État néocolonialiste. Il ne reste plus que la formule Oligui Nguemaïste, la formule Mamadi Doumbouyiste. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui explique la difficulté que Mbembe a de critiquer la politique africaine du gouvernement français actuel. Parce que là encore, on lui dit, mais est-ce que le Cameroun ne doit pas aller vers une véritable rupture avec le néocolonialisme, avec l'impérialisme? Est-ce que ce pays ne doit pas reprendre la marche qui a été interrompue avec la mort de Oumiobe? La marche radicale vers la souveraineté totale qui a été interrompue avec l'écrasement de l'UPC. Est-ce que ce n'est pas ce chemin que le pays doit reprendre? Mbembe dit non. Et il dit non en utilisant un argument incroyable. Il dit que lui, il n'a jamais cru en une politique sans l'autre. Entendez bien, une politique sans l'autre. Alors ce mot, l'autre, il est mis pour qui? Eh bien, ce que Mbembe appelle l'autre tout au long de l'interview, c'est la France. Mbembe dit que tout changement politique au Cameroun doit se faire en relation avec l'autre. L'autre dont il parle, c'est la France. Comme si la France était la seule puissance dans le monde avec laquelle un pays africain doit tisser des relations privilégiées. Donc, Mbembe est pour un changement politique camerounais compatible avec les intérêts français. C'est ce qu'il dit. L'autre dont il parle ici, c'est la France. Il reproche à ceux qui appellent à la rupture avec le néocolonialisme et le colonialisme français, il leur reproche la volonté de faire la politique tout seul, de bâtir le Cameroun tout seul. Comme si le Cameroun mettait un terme aux relations néocolonialistes avec la France, il ne pourrait pas avoir des relations avantageuses avec la République populaire de Chine, avec l'Alliance des États du Sahel, avec la Fédération de Russie, avec l'Iran, avec la Turquie, avec l'Inde, avec le Venezuela, avec tout pays respectueux de sa souveraineté. Mbembe se comporte comme si on ne peut pas imaginer une souveraineté camerounaise sans la contribution française. Pourquoi? Parce que lui, il compte sur le jeu du néocolonialisme français dans la période de transition qui commence au Cameroun pour être positionné personnellement à l'intérieur de l'appareil politique. Écrivez ça. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de me promener dans son cerveau. Quand vous allez écouter l'interview, vous allez vérifier ce que je vous dis. Une écoute inattentive pourrait penser que Mbembe épouse tout naturellement la cause de la libération totale et de l'émancipation radicale du peuple camerounais. Oh, que nenni! Il dit, rien ne peut se faire sans l'autre. Et dans sa tête, autre signifie systématiquement la France. Mais si autre ne signifiait pas systématiquement la France, ce serait encore une contradiction flagrante pour lui. Parce qu'en fait, qui a imposé Ahidjo? Qui a imposé Biya à la tête du Cameroun? C'est la France. Maintenant que la vieille roue du carrosse du néocolonialisme français est épuisée,
Le néocolonialisme veut remplacer sa vieille roue du carrosse par une nouvelle roue du carrosse pour continuer ses affaires. Et c'est cela que Mbembe nous présente comme étant cet autre dont le peuple camerounais ne pourrait pas se passer. Et cet autre en vertu duquel il ne faut pas une révolution. Il ne faut pas une rupture. Est-ce que vous comprenez? Je parle. Si j'ai tenu à vous parler ce soir, c'était pour vous mâcher ça, pour que vous compreniez. Parce que certains d'entre vous risqueriez de regarder cette interview sans la voir. Qui est l'autre dont il parle? Ah, j'ai toujours été pour une politique avec l'autre. C'est qui cet autre? Est-ce qu'il n'y a qu'un seul autre sur la terre? Hein? Le Cameroun n'a que... Le seul autre qui est sur la terre, c'est la France. Il n'y a pas d'autres autres. Qui a dit que le Cameroun pouvait? Qui a dit qu'un pays pouvait se construire sans relations internationales? Personne. Mais il n'est pas nécessaire de poursuivre les relations qui aliènent. Il faut privilégier les relations qui libèrent. Et c'est ce qui a été formulé dans la doctrine de la trilogie malienne. 1. Le principe de souveraineté. Nous sommes en relation avec vous si vous respectez scrupuleusement notre souveraineté. 2. Le principe de la liberté de choix stratégique de ses partenaires. Nous sommes en relation avec vous si vous ne cherchez pas à nous dicter avec qui nous devons marcher dans le monde. Et 3. Le principe de la défense des intérêts vitaux du peuple africain. Ce sont les 3 principes de la politique panafricaniste. Principe souverainiste, principe de liberté stratégique, principe de défense des intérêts vitaux. Est-ce qu'on peut défendre les intérêts vitaux, la souveraineté? Est-ce qu'on peut défendre la liberté stratégique du peuple camerounais en maintenant les relations de vassalité avec l'ancienne puissance de tutelle coloniale française? De vassalité avec l'impérialisme occidental. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut aller vers la souveraineté du Cameroun en restant dans la zone CFA, c'est-à-dire sous le contrôle de la Banque de France? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut défendre les intérêts vitaux du Cameroun alors que les multinationales qui font du profit au Cameroun sont majoritairement étrangères et que le peuple camerounais est le plus appauvri des partenaires économiques que l'on trouve dans l'espace vital du Cameroun? Il faut une triple rupture. Rupture sur la base du principe de souveraineté, rupture sur la base du principe de liberté de partenariat et donc de multilatéralisme stratégique, rupture sur la base du principe de la défense prioritaire des intérêts camerounais. Est-ce que vous comprenez? Donc, la théorie de l'autre, qui plus est, si c'était une théorie à laquelle Mbembe tenait tant, mais elle voudrait dire qu'on doit être patient envers Paul Biya. Paul Biya aussi, c'est un autre pour le peuple camerounais. Paul Biya et sa bande d'oligarques corrompus, criminels, cyniques, sadiques, incompétents, mais ils gouvernent, ils administrent le Cameroun comme des colons. Paul Biya a un mépris souverain pour le peuple camerounais. Son gouvernement méprise les Camerounais. Voyez comment s'exprime Tanganji. Regardez comment René Sadi s'exprime. Regardez comment Ferdinand Ngongo dispose du Cameroun. Regardez comment Madame Chantal Biya étale son luxe. Regardez comment les enfants Biya piétinent les lois camerounaises. Que ce soit le fils Franck dans le pillage des richesses de l'Est et du Sud Cameroun. Richesse du sol, du sous-sol, de la faune et de la flore. Ou que ce soit la fille Brenda, dans le mépris de la loi camerounaise sur les mœurs, la dépravation des mœurs, elle crache sur les principes matrimoniaux, elle crache sur les principes spirituels de fondement de la société camerounaise. Elle crache dessus. Et elle vit libre au Cameroun. Comment voulez-vous que cela ne soit pas aussi des autres? Ce sont des autres qui dirigent le Cameroun. Si, pour Hachim Mbembe, on ne peut rien faire sans l'autre, ça veut dire que pour construire le Cameroun de demain, on a besoin de Paul Biya. Pour construire le Cameroun de demain, on a besoin de Brenda Biya. Malgré tout le mal qu'ils sont en train de faire. Bientôt, on va confier le Cameroun de demain à Ngongo Ferdinand. On va confier le Cameroun de demain à Chantal Biya, puisqu'ils sont des autres. Puisqu'il ne faut pas faire la politique sans l'autre.
L'autre, l'autre. L'autre angélisé. L'autre magnifié. L'autre innocenté, a priori. Cela me renvoie à une autre naïveté qui a consisté à promettre l'impunité à Paul Biya et à toute sa famille, tout en voulant les remplacer. Quelqu'un est un tyran au pouvoir, il est assis sur l'appareil d'État avec sa famille, il tue, il vole, il viole qui il veut. Toi, tu dis que tu vas les remplacer et que tu vas les protéger. Mais ils te disent, mais ça ne sert à rien, puisque nous-mêmes, on se protège déjà bien. En volant, en pillant, en tuant. Et toi-même, on t'exclut. Parce que tu as osé penser que tu peux nous protéger. Quelle audace! Nous sommes le Léviathan du pays. Nous sommes le diable incarné du pays. Toi, tu veux protéger le diable? Donc tu veux être plus diable que le diable? Vous avez vu comment ils ont traité celui qui leur a promis l'impunité? Avec beaucoup de méchanceté. Parce qu'ils ont compris que celui-là prétendait pouvoir protéger le diable. Alors qu'eux, ils tiennent à être les grands diables. Ils tiennent à être les plus grands diables du pays. Toi, tu leur dis que toi, tu vas les protéger. Donc, tu leur dis que tu vas être plus diable qu'eux. Parce que pour protéger un grand diable, il faut être plus grand que le diable. Il faut être un plus grand diable pour protéger un grand diable. Donc, Biya et l'oligarchie criminelle qui l'accompagne, ce sont aussi des autres. Si on doit appliquer la théorie de l'autre, l'avenir se construira avec l'autre. Il faut qu'on gouverne le Cameroun avec Biya. Il faut qu'on attende qu'il meure de qu'on laisse donc son fils lui hériter. Franck Biya. Ensuite, on attend que lui aussi vieillisse et qu'il meure. Parce que lui aussi, il est l'autre. Donc, Achille Mbembe, tout au long de l'interview qu'il accorde à Théophile Kouamouo et à Noël Oumo, il dit à chaque fois une chose et son contraire. Chacun des principes qu'il a affirmés a été piétiné dans la même émission. Il dit que c'est important la réhabilitation mémorielle, mais il est incapable de noter que la réhabilitation et la réparation n'est pas à l'ordre du jour à Paris. Et que cela n'a été nulle part exprimé comme projet. Il dit qu'il est un critique du régime de Biya, mais il est incapable de se rendre compte que le régime de Biya, comme celui d'Ahidjo, qu'il essaye de caresser pour flatter les derniers partisans de l'ancien tyran du Cameroun, ces deux régimes sont issus de la cuisse du colonialisme, du néocolonialisme français. Mbembe le sait. Il essaye maintenant de créer une espèce de melting pot où il flatterait les Ahidjoïstes, peut-être même qu'il flatterait certains biaïstes, il flatterait une partie de l'opposition, etc., etc. Même sur la question Bamileke qu'il évoque à un moment donné. Il n'a pas le courage de dire que la question Bamileke a été politisée par le colon français. Le premier à avoir fait du Bamileke un soi-disant caillou dans la chaussure des colons au Cameroun, mais c'est la France de De Gaulle. Souvenez-vous des écrits du colonel Lamberton. Et puis par la suite, la France de De Gaulle a imposé aux dirigeants camerounais de manipuler les ethnies les unes contre les autres. D'opposer le Bamileke au Douala, au Bassa, au Beti Boulou. D'opposer le Beti Boulou au nordiste, le nordiste au Bamileke. D'opposer l'anglophone au francophone. C'est comme cela qu'Ahidjo gouvernait. C'est comme ça que Biya gouverne. Et avant eux, c'est comme ça que les Français ont divisé pour régner. Mbembe est incapable de remonter à cette manipulation de l'ethnicité qui est au fondement même du pouvoir colonial. Incapable. Qui a commencé avec cette manipulation? Ahidjo a continué, Biya continue. Bon, Mbembe souligne le fait que maintenant, le tribalisme est devenu un fléau social, ce qui est vrai. Mais il y a des tribalistes dans toutes les ethnies camerounaises. Il y a des tribalistes dans toutes les ethnies camerounaises. Le tribalisme est une maladie collective. C'est un cancer colonial et néocolonial qui est devenu la respiration de la dictature sous Ahidjo et sous Biya. Et les Camerounais aujourd'hui sont d'excellents contributeurs à ce cancer. Puisqu'ils sont
encore dans une écrasante majorité, incapables de concevoir l'engagement politique sans avoir une figure de leur ethnie qui est placée en avant. Le tribalisme n'est pas que d'État, il y a un tribalisme d'opposition, qui est certes une réaction au tribalisme d'État, mais qui est également une contribution au tribalisme collectif. Regardez la répartition des partis politiques, telle qu'elle a été voulue par le colon, par le régime Ahidjo, et surtout par le régime Biya. Ils ont tout fait pour établir une identité entre un parti politique et une ethnie. Entre un parti politique et une région. Ça a été pensé depuis la période coloniale, ça a été pensé pendant la période Ahidjo, ça a été pensé surtout pendant la période Biya. Que fait le ministre de l'administration territoriale du Cameroun, sous Paul Biya, depuis 1990? Il divise les partis politiques pour que ceux-ci soient des représentants ethniques. Il fait tout pour que le SDF devienne uniquement un parti d'anglophones. Il fait tout pour que le MRC devienne absolument et seulement un parti de Bamileke. Il fait tout pour que l'UPC devienne absolument et seulement un parti de Bassa. Il fait tout pour que l'UNDP devienne absolument et seulement un parti de Peul du Nord. Il fait tout et tout pour que le MDR d'Akole d'Aïssara, ce soit uniquement un parti de Kirdi. Voilà ce que fait le colon. Voilà ce que fait le néocolon. Voilà ce que fait le régime Biya. Et voilà ce dans quoi les Camerounais sont devenus forts. Ils adhèrent toujours derrière un chef de village. Du bout des lèvres, ils parlent du pays. Mais du fond du cœur, ils parlent de leur chef tribal. Voilà le pays bloqué. Voilà pourquoi mon pays est bloqué. Parce que ce tribalisme d'inspiration coloniale, qui a été repris dans la néocolonie, aggravé dans la néocolonie, est devenu un réflexe populaire. Populaire. Il y a des Camerounais là, si vous leur demandez de donner une liste de traîtres, ce sera systématiquement des traîtres d'une autre ethnie que la leur. Les traîtres sont toujours d'une autre ethnie. Regardez la séquence qui vient d'avoir lieu au Cameroun. Le traître, c'est qui? C'est Yebga, n'est-ce pas? Luc Sinjoun qui est là-bas, à la présidence, il n'est pas traître. C'est Yebga qui est traître. Nyat Ndjifendi, qui est à la tête du Sénat, il n'est pas traître. C'est Yebga seul qui est traître. C'est lui. Le traître, c'est quelqu'un d'une autre ethnie. C'est quelqu'un d'une autre ethnie. Et voilà l'état du Cameroun. Donc, Mbembe, il touche à ça en croyant qu'il va flatter les bas instincts des Camerounais, en essayant de passer une pommade à une certaine interprétation du problème Bamileke. Il croit ainsi tromper la vigilance des Camerounais. Le problème Bamileke est une invention de la colonisation. Ensuite, il a été étendu par les régimes despotiques qui ne voulaient pas de l'unité du peuple camerounais. Parce que le mouvement de l'indépendance, le mouvement qui luttait pour l'indépendance était un mouvement transcendant aux groupes ethniques. L'union des populations du Cameroun, qui lutte de 1948 jusqu'à 1971, face aux colons français et à ses supplétifs africains, était un mouvement panafricain. Ce mouvement appartenait à un moment donné au Rassemblement démocratique africain, RDA. C'était un mouvement national. Référez-vous au célèbre discours du Mpodo Ruben Oumniobe à la tribune de l'ONU en 1952. Il rappelle qu'il parle au nom d'associations et de populations de toutes les régions du Cameroun et qu'il est à la tête du principal parti national. Voilà la vérité. Donc, moi, j'ai écouté Achim Mbembe et j'ai pu donc comprendre que, en conclusion, Achim Mbembe est porteur du projet que le régime de Paul Biya soit renversé par des militaires pro-néocolonialistes français, à la manière d'Oligui Nguema ou de Mamadi Doumbouya, et que ces militaires mettent en place un gouvernement de transition d'union nationale dans lequel, eh bien, tous les démembrements du néocolonialisme français qui auront survécu au régime de Paul Biya vont se retrouver pour se partager le pouvoir. C'est-à-dire, il a évoqué par exemple les prisonniers politiques de Paul Biya, c'est-à-dire les anciens ministres du RDPC, qui sont maintenant en posture d'opposants puisqu'ils sont en prison.
certains par abus de pouvoir de Paul Biya. On va libérer tous ces gens-là. Ceux qui, à un moment donné, ont cheminé avec Paul Biya et qui ont été exclus du jeu politique, on va les intégrer. Et puis, on va intégrer un certain nombre de forces triées dans la diaspora en fonction de leur allégeance à la méthode douce avec Paris. Et avec ça, on va construire une transition néocoloniale à la manière de celle du CTRI au Gabon ou à la manière de celle de Mamadi Doumbouya en Guinée-Conakry. Et dans le cadre de cette transition où tout est à refaire, où tout est à recommencer, mais Hachim Bembe se voit très bien, potentiellement jouant un rôle important. Peut-être même se voit-il Premier ministre d'un tel gouvernement. C'est cet homme-là qui parlait. C'est quelqu'un qui est littéralement immergé dans l'idée qu'il va y avoir quelque chose contre le régime de Paul Biya, mais que ce quelque chose ne va pas être la révolution populaire, ne doit pas être la révolution populaire, puisque cela remettrait en cause les intérêts de ceux qui financent son institut de la démocratie, les néocolonialistes français. Mais ce quelque chose ne doit pas non plus être la reproduction élémentaire du régime de Paul Biya, mais un rabibotage, un bric-à-brac, une réorganisation du néocolonialisme camerounais dans le cadre d'une idéologie molle, l'idéologie de la relation à l'autre. Nous, lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, sommes opposés à une pseudo-reconstruction du Cameroun. Nous appelons à la reconstruction du Cameroun sur la base de la philosophie du panafricanisme révolutionnaire. Celle que défendait le Podol Ruben Oumniobe, celle que défendait le docteur Castor Osende Afana, la doctrine que défendait le professeur camarade Ernest Wandier, le docteur Félix Moumié, le Cameroun radicalement souverain, sans occupation militaire étrangère, sans occupation monétaire étrangère, sans occupation politique étrangère, sans domination culturelle. Le Cameroun souverain. Un pays qui puisse contribuer à l'émergence d'une alliance des peuples d'Afrique centrale, APAC, sur le modèle de l'alliance des États du Sahel, sur le modèle de la confédération, de l'alliance des États du Sahel. Voilà le chemin des lions et lions indomptables. Le sentier de fidélité aux grands Camerounais du passé. Nous refusons toute solution qui consisterait à mendier la souveraineté du peuple camerounais à Paris, à recevoir quelque injonction de quelque puissance que ce soit. Nous appelons à la mobilisation populaire, à la révolution populaire pacifique du peuple camerounais sur les bases de sa conscience panafricaine. Car le peuple camerounais, c'est le même peuple africain que l'on a dans tous les pays africains. C'est ce peuple africain qui mène la révolution du Mali Koura. C'est ce peuple africain qui mène la révolution burkinabé, la révolution progressiste populaire. C'est ce peuple africain qui mène la révolution progressiste populaire au Niger. C'est ce même peuple africain qui doit se dresser au Cameroun et inspirer les peuples d'Afrique centrale pour la construction d'une confédération d'États comparable à l'AES. La révolution panafricaniste camerounaise, elle se fera dans le cadre d'un multilatéralisme ancré dans le monde multipolaire. Alliance avec les nations souverainistes africaines, dont notamment la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, alliance avec les puissances du monde qui ne nous ont jamais réduits en esclavage, qui ne nous ont jamais colonisés, qui ne nous ont jamais néocolonisés ni impérialisés, qui ne nous ont jamais génocidés, alliance privilégiée avec ces puissances-là, pour construire le chemin du peuple camerounais. Nous sommes partisans des liens qui libèrent, et nous voulons rompre tous les liens qui aliènent. Voilà pourquoi je disais que quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Hachim Bembe a tenu des propos flous. Et ces propos sont flous parce qu'il veut cacher le loup du néocolonialisme français
qui soutient sa fondation pour la soi-disant démocratie exportée par les néocolonialistes, les impérialistes, les colonialistes et les négriers. L'Afrique ne croira jamais plus que l'on puisse implanter la démocratie en étant une puissance qui n'a pas jugé ces crimes de guerre, ces crimes contre l'humanité, ces crimes économiques, ces génocides. Une puissance qui n'a pas réparé les grandes affres qu'elle a commises contre le peuple humain ne peut pas nous montrer le chemin de la construction de l'État. C'est terminé. Toute puissance qui traîne un passif négrier, un passif colonial, un passif néocolonial et impérialiste irrésolu est prié de s'écarter du chemin des peuples africains en lutte. Écartez-vous. Comme le dit la belle chanson française, « Halte là, vous ne passerez pas. Halte là, vous ne passerez plus. Halte là. » J'appelle donc les Camerounaises et les Camerounais à soutenir la ligne de lutte et de résistance définie par les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Authentique héritier de la philosophie politique de l'upécisme, du panafricanisme révolutionnaire. J'appelle les Camerounaises et les Camerounais à comprendre que ce n'est qu'en nous mobilisant par millions et en prenant dans le cadre d'une mobilisation populaire, d'une révolution populaire pacifique, toutes les rues du pays, que nous allons obtenir une transition civilo-militaire nous permettant de mettre en place une nouvelle constitution de la République fédérale du Cameroun et plus tard d'organiser à l'issue d'une transition de 3 à 5 ans de véritables élections que nous n'appellerons jamais plus en terre d'Afrique démocratique. Nous avons un concept pour décrire notre idéal politique, c'est le concept de Mahat, qui signifie vérité, justice, solidarité. La révolution camerounaise, telle que nous la pensons à Lilipak, sera une révolution mahatocratique. Qu'ils prennent leur démocratie et qu'ils la gardent chez eux. Nous avons une histoire politique continentale, nous avons des concepts politiques, nous avons des langues à réhabiliter, nous avons des peuples à relever, et l'Afrique est le continent le plus riche de la Terre. Nous ne craignons pas de manquer de ce qui sera nécessaire pour vivre. Car tant que l'Afrique vivra, les Africains seront les femmes et les hommes les plus riches de la Terre. N'ayez pas peur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Voilà. Voilà les réactions que je voulais donner à chaud sur les contradictions flagrantes d'Achille Mbembe qui révèlent sa dépendance envers un changement venu d'ailleurs, comme il est dépendant de la démocratie venue d'ailleurs. La démocratie financée par la France-Afrique. Il n'y a jamais eu de démocratie financée de l'extérieur. Ce qui est financé de l'extérieur s'appelle démocratie, le pouvoir des démons. Il n'y a jamais eu de libération d'un peuple sans sa participation active à sa propre révolution. Maintenant que Mbembe se reconnaît davantage dans Senghor et qu'il fignole avec la lutte, nous lui disons que celui qui a dit la vérité dans cette affaire s'appelle Frantz Fanon, sur lequel lui Mbembe a travaillé. Fanon disait « La liberté du colonisé naît du cadavre en décomposition du colon ». Ce qu'il voulait dire par là, c'est que si nous ne démantelons pas toutes les structures de la domination, locale et internationale, nous ne serons pas libres. Nous devons assumer les ruptures qui sont nécessaires, si nous voulons être libres. Ainsi soit-il. La France a proposé de reprendre son partenariat avec le Niger. Cette fois-ci, ce sera sincère pour le bonheur des Nigériens. Le Niger a répondu que le bonheur qu'il pourrait apporter aux Nigériens est de rester très loin du Niger et surtout de s'occuper des problèmes des Français.